La vérité en face. 9h23, la vérité en face, justement, au nom de la liberté d'expression sur Twitter. Doit-on laisser tout dire sur les réseaux sociaux? Pour en parler ce matin, nos invités, Olivier Babot, merci, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio, président de l'Institut Sapiens et professeur en sciences de gestion à l'Université de Bordeaux. Auteur aussi, puisque vous avez écrit un livre, Le nouveau désordre numérique, comment le digital fait exploser les inégalités, aux éditions Buchet-Chastel 2020. Et dans quelques instants avec nous, Laurent Gaillard, qui sera avec nous, professeur d'histoire et de sciences politiques à l'Université catholique de Paris. Et lui aussi, il est auteur, Comprendre les NFT et les métaverses, publié aux éditions Sleckheim et compagnie. Voilà. Et vos appels à 0826 300 300, oui, bien sûr. On attend vos appels pour réagir. On va démarrer, avant de parler en fait sur le fond, bien sûr, de cette liberté d'expression sur Twitter, jusqu'où on peut aller, est-ce qu'il faut réglementer ou pas, ce qui n'est pas en tout cas demandé par les internautes qui s'expriment sur Twitter, ce qui est un peu logique d'ailleurs. Une ouverture totale. Olivier Babot, il y a eu quand même ce rachat de Twitter, du réseau social, par Elon Musk la semaine dernière, il y a 10 jours maintenant, et qui fait beaucoup causer, parce que lui-même serait adepte d'une liberté d'expression totale. Comment vous voyez les choses, vous, par rapport justement à ce rachat? Alors, il y a plein de raisons qui peuvent faire qu'Elon Musk ait racheté Twitter. Une raison business et stratégique, il y a des synergies avec ses activités existantes. Il a déjà révolutionné le vol spatial, la voiture. Au départ, vous savez, c'était les paiements. En fait, c'est une nouvelle activité qui est complémentaire des autres et qui peut potentiellement leur apporter plus de rentabilité pour simplifier. Ça, c'est la première vision. La deuxième vision, c'est de dire, ce sont des gens qui, quand vous avez plusieurs centaines de milliards comme actifs, profondément vous vous ennuyez en fait. C'est-à-dire que la vie, il n'y a plus beaucoup d'intérêt. Vous avez tout testé, et pour avoir un petit peu, pour mener des défis qui vous excitent, vous avez envie de mener des combats et des croisades. Et Elon Musk, il mène une croisade avec les réseaux sociaux. Il était très présent sur Twitter. Et il a dit, tiens, c'est un peu comme vous aimez bien un restaurant dans lequel vous allez, si vous avez les moyens de l'acheter, vous allez l'acheter. Mais est-ce qu'il y a de la conviction? Est-ce qu'il y a de la conviction aussi derrière Elon Musk et ce rachat? S'il y en a pas, c'est quand même vachement bien joué, parce que si vous le lisez sur Twitter, il est quand même hyper actif. C'est très très rigolo. D'ailleurs, souvent il y a beaucoup d'humour. Il est vraiment en prise directe comme ça avec des millions de gens. Chaque fois qu'il le retweet, il est cash. Il est vraiment incroyablement direct, et il l'a dit de façon ouverte. Il veut apporter une ouverture, une liberté qui, selon lui, il n'y a plus sur Twitter. Et qui est menacée. Et c'est vrai, vous qui observez beaucoup justement les réseaux sociaux, elle est menacée, cette liberté d'expression? Je l'avais moins constaté sur Twitter que sur d'autres grands réseaux qui commencent par un F notamment, qui ont d'ailleurs ont changé de nom, où en effet, depuis très longtemps, spécialement aux États-Unis, à la faveur des élections américaines, il y a eu des formes de censure très très fortes. Et le problème de la censure, c'est toujours la même, c'est qu'il n'y a pas de censure neutre. C'est-à-dire que la censure, elle est forcément orientée, et il faut le dire qu'aux États-Unis, elle est peut-être plutôt orientée dans un sens politique qui va en faveur des démocrates qu'en faveur des républicains. Et moi, je prends pas parti, je suis pas américain, et je suis pas évidemment là-dedans. Elon Musk, l'homme le plus riche du monde. D'accord. Oui. Après, les variations, avec Bezos, qui est pas très très loin. Ouais. Le nombre d'utilisateurs, 330 millions. C'est-à-dire que ça veut. Certains voulaient être les rois du pétrole, les rois du monde. C'est un petit peu ça. Oui. Autrefois, vous savez, un grand patron, il achetait un organe de presse. Mais aujourd'hui, l'organe de presse mondial, c'est la plateforme en fait. Si vous voulez vraiment peser mondialement. Et d'ailleurs, avec ça, vous avez un poids politique. C'est peut-être une autre raison cachée derrière, parce que vous pouvez faire passer beaucoup plus de choses. Autrefois, il fallait être propriétaire du journal de 20 heures pour pouvoir avoir, vous savez, un levier sur les hommes politiques. Mais aujourd'hui, on est dans un autre monde. On est un monde de communication globale. Si vous voulez peser globalement avec vos activités et pouvoir imposer certaines choses, ça peut être intéressant. Est-ce que ça peut paraître effrayant, justement, d'avoir de donner tous les pouvoirs finalement à un homme? Enfin, tous les pouvoirs, non, mais il les prend lui-même, quoi. En fait, c'est le grand problème qui est posé par les réseaux sociaux et par les grandes plateformes, ces immenses plateformes qui bénéficient d'un effet d'agrégation et qui font qu'elles sont si grandes. Facebook, je crois que c'est un tiers de l'humanité qui a un truc d'identité, Facebook, c'est absolument énorme. Et il n'y a pas de fondement démocratique à ces entreprises. Ces entreprises, elles sont possédées par des entités privées, par des actionnaires. D'ailleurs, ça peut être un peu n'importe qui, parce qu'on peut tous acheter des actions. Mais derrière, vous avez des gens qui vont décider, qui n'ont pas, il n'y a pas forcément de juges, de tribunaux, il n'y a pas de législation claire. La législation, elle est ad hoc, elle est faite par eux-mêmes. C'est ça qui pose une question de façon générale. Ça veut dire qu'il est plus puissant que les États-Unis et l'Europe ?
Ça veut dire qu'il est plus puissant que la législation américaine et européenne? Vous savez, on dit code is law, le code fait la loi. À partir du moment où c'est vous qui dites le vrai et le faux, ce qui doit être caché, ce qui est montré, ce qui est considéré comme exact et inexact, quelque part, vous avez un pouvoir, en tout cas une part de pouvoir régalien que d'ailleurs l'État vous a délégué parce qu'il ne sait pas faire lui-même en fait. Oui. Et Elon Musk, lui, est-ce qu'il a des ambitions, ce qu'on prêtait à Zuckerberg, des ambitions politiques à un moment donné? Est-ce que lui, il en a également? Je pense que ce serait du même ordre d'idée que quand vous vous ennuyez, vous avez envie d'avoir un nouveau... Et très souvent, les gens qui ont fait fortune ont envie de tâter la politique parce que le pouvoir les excite. Et réciproquement d'ailleurs, ceux qui ont du pouvoir ont envie de faire fortune parce que ils ont vu le pouvoir, ils ont envie d'avoir l'argent. Donc les deux souvent vont ensemble. Ce serait pas totalement absurde. Il y a loin de la coupe aux lèvres, parce que entre la volonté de s'engager et puis le fait vraiment d'aller en politique, de faire campagne, qui nécessite, qui a beaucoup de contraintes. Ce que Trump a fait, mais qui a des contraintes absolument énormes. C'est plus du tout la même vie. Parce que vous êtes vraiment un homme totalement public. C'est totalement une autre dimension. Mais pourquoi pas? Parce que il nous a tellement surpris, Elon Musk, que c'est tout à fait possible. Oui, c'est tout à fait possible, parce que lui-même, en fait, il le dit, il veut entre guillemets sauver un peu l'humanité, quoi. Donc c'est une croisade. C'est une croisade, quoi. Et le pire, c'est qu'il n'a pas totalement tort. C'est-à-dire que ce qu'il fait a probablement un impact sur le régime de communication, le régime d'expression qui va dominer dans les années qui viennent. Donc c'est pas absurde. Il n'est pas du tout dans le délire. Est-ce qu'on peut le classer dans le camp entre guillemets populiste? Moi, j'ai pas l'impression. Parce que il y en a certains qui veulent le classer là, en fait, quoi. Il était contre le fait que Trump soit banni, par exemple. Oui, c'est vrai, mais alors là, c'est une prise de position de façon générale sur la liberté d'expression dont on va probablement parler. Moi, j'ai pas l'impression que lui véhicule pour l'instant une vision particulière du monde. Il est mis à part c'est ce côté peut-être libertarien, si vous voulez. Voilà, faut être ouvert. C'est important d'être ouvert, mais j'ai pas l'impression qu'il ait autre chose que ou alors effectivement. On peut lui reprocher d'être dans ce qu'on appelle le transhumanisme, c'est-à-dire l'idée qu'on a vocation à partir de la planète Terre, donc il faut aller sur Mars. Enfin, c'est toutes ces idées qui paraissent extrêmement planantes de tous ces grands patrons aujourd'hui. Allez, justement, jusqu'où peut aller cette liberté d'expression sur Twitter après aussi ce rachat d'Elon Musk? On vient de nouveau de s'arrêter en fait sur son portrait, sur sa personnalité. On va voir ça avec vous, Olivier Babot. Vous avez publié le nouveau désordre numérique, comment le digital fait exploser les inégalités. Vous allez nous dire pourquoi justement dans un instant. Et Laurent Gaillard que nous attendons, qui est professeur d'histoire et de sciences politiques à l'Université catholique de Paris. Et puis évidemment, vous, 0826 300 300. Que pensez-vous en fait de Twitter? Est-ce qu'il faut réglementer? Est-ce que au contraire la possibilité d'une liberté en fait d'expression en fait totale qui fait du bien, qui permet à la démocratie de respirer? Eh bien, appelez-nous et vous pouvez commenter et réagir. À tout de suite, 9h31. Sud Radio présidentielle 2022. La vérité en face. Et la vérité en face aux réseaux sociaux. Peut-on tout dire? Est-ce qu'on a le droit de tout dire? C'est une vraie question. Au nom de la liberté d'expression, en l'occurrence sur Twitter, depuis qu'Elon Musk a dépensé un tout petit peu d'argent, 44 milliards d'euros pour le racheter, il est devenu un peu le patron du monde. Vos appels 0826 300 300 et tout de suite nos invités. Olivier Babot, président de l'Institut Sapiens, auteur de ce livre, Le nouveau désordre numérique, comment le digital fait exploser les inégalités. Et puis Laurent Gaillard sera avec nous dans quelques instants, professeur d'histoire et sciences politiques à l'Université catholique de Paris et auteur de ce livre. Attendez Patrick, comprendre les NFT et les métaverses. Oui, et puis évidemment vous aussi autour de cette liberté d'expression. Tiens, nous avons Claude de Perpignan qui est avec nous au 0826 300 300. Bonjour Claude. Bonjour à tous. Voilà, je suis tombé juste par hasard sur l'émission à ce point-là. Et je voulais dire que je serais personnellement favorable à la liberté totale, mais à une condition en même temps, c'est que l'anonymat disparaisse. C'est-à-dire que chacun peut dire ce qu'il a envie de dire, mais chacun peut être identifié de manière à ce qu'on sache d'où vient et d'où on parle en fait. C'est un vrai sujet. Le problème aujourd'hui, c'est que finalement il y a des trolls, il y a des tas de gens qui représentent rien si ce n'est des machines. Ça me paraît inacceptable. Et puis de la même manière que par exemple aujourd'hui sur le Twitter actuel, tous les médias de type Russia Today par exemple, qui est mentionné comme média appartenant à un État, si Elon Musk veut que Twitter soit libre et que l'Union européenne par exemple en fonction du Digital Act
décide que non, qu'on mentionne sur la page d'accueil de Twitter. Twitter est un média libre où chacun peut exprimer ce qu'il veut, sauf dans l'Union européenne qui a mis des restrictions. Voilà. Alors, bonne réflexion, et vous connaissez un peu le sujet, visiblement. Claude, d'emblée, c'est oui, on peut dire beaucoup de choses, ou quasiment tout dire, mais il faudrait peut-être lever l'anonymat. Olivier Babot et ensuite Laurent Gaillard qui vient de rejoindre. C'est effectivement une question fondamentale. Alors moi, j'ai beaucoup écrit sur le sujet, je suis pour le pseudonymat. Le pseudonymat, c'est quoi? C'est que vous pouvez prendre un pseudonyme, mais attention, vous savez que si vous enfreignez les règles locales, on peut retrouver votre identité, vous identifier évidemment, et vous punir si vous avez fait des choses qui sont répréhensibles. C'est-à-dire que c'est pas un réel anonymat, mais il faut savoir que par exemple, si vous êtes haut fonctionnaire, si vous êtes militaire, ça veut dire que vous pouvez pas, s'il y a plus d'anonymat, vous pouvez pas du tout vous exprimer. Dénoncer des choses, quoi. Eh ben oui, parce que vous avez un devoir de réserve. Il y a beaucoup de gens qui ont un devoir de réserve. Et d'ailleurs, n'importe quelle entreprise, dès que vous parlez au nom, vous êtes dans une entreprise, vous parlez forcément. On peut dire. Mais vous êtes membre de cette entreprise. Oui, mais donc, le risque, c'est qu'on peut dire tout et n'importe quoi, y compris sur son entreprise, justement, avec l'anonymat. C'est ça qui est dangereux aussi. L'avantage du pseudonymat, c'est que si vous racontez vraiment n'importe quoi, on peut vraiment vous retrouver, mais dans des conditions, dépend, pas toujours, dans des conditions prévues par la loi et limitatives. Si vous avez un VPN, enfin une géolocalisation différente, c'est difficile. C'est pour ça que c'est pas l'anonymat, mais le pseudonymat. C'est-à-dire que vous avez un pseudonyme et on vous retrouve. Laurent Gaillard, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue. Merci de votre invitation. Sur la question du pseudonymat et justement de ses limitations techniques, c'est-à-dire qu'en l'occurrence, sur Twitter actuellement, on peut utiliser des pseudonymes. Donc, il y a un pseudonymat de fait dans le sens où on peut vous retrouver via votre adresse IP. Maintenant, à partir du moment où vous utilisez un VPN ou un outil comme Tor par exemple, ça devient plus difficile de vous retrouver. Je serais assez... alors, c'est vrai que l'anonymat pose le problème que vous avez soulevé, celui des fonctionnaires du devoir de réserve. Après, le problème aussi numéro 1 qui se pose sur Twitter, c'est des campagnes de lynchage. Qui sont évidemment plus difficiles, auxquelles il est plus difficile de participer si vous y participez sous votre nom et pas sous la chasse en meute en quelque sorte. Non mais c'est véritablement ça, quoi. Et alors j'ajouterais aussi que sur Twitter. Il y a une liberté d'expression qui reste relative parce qu'elle est quand même définie par les règles de Twitter, entreprise privée de droit californien, il me semble. Donc Twitter est européen. Alors ces règles sont d'ailleurs, comme l'a rappelé votre auditeur, elles sont définies aussi par le bouclier de protection des données, qui est un accord passé entre les États-Unis et l'Union européenne, pour prendre en compte, pour qu'une entreprise américaine comme Twitter prenne en compte les limitations du RGPD. Oui, jusqu'où on va d'ailleurs en fait aujourd'hui dans cette limitation, Olivier Babot, Laurent Gaillard, c'est-à-dire sont les insultes qui sont retirées. On le voit, hein, ce tweet ne peut pas être publié. Je ne sais plus quelle est la petite notification qui est indiquée, mais il y en a en fait. Ça existe déjà. Il y a des mots clés qui sont repérés. Oui, en fait. Spécialement en français, en anglais, vous avez beaucoup d'humains qui peuvent être là pour vérifier, mais essentiellement, c'est l'intelligence artificielle, c'est les algorithmes. Et donc, vous êtes obligé d'avoir soit de la compréhension, soit évidemment des mots qui vont forcément être stoppés. Parce que peut pas y avoir un humain devant chaque truc. L'humain, lui, d'ailleurs, il ne pourrait intervenir que a posteriori. Et le grand problème, c'est que de plus en plus, on reproche aux plateformes d'avoir publié certaines choses. Donc, on aimerait qu'ils puissent capter la chose à son origine. C'est vrai pour les reconnaissances d'images. Certaines images vont pas être acceptées par Facebook. Et puis on connaît plein de cas où c'était des œuvres d'art évidemment qui n'ont pas été pour le cancer du sein, etc. Du coup qui n'ont pas été acceptés. Donc en fait, en réalité, de plus en plus, c'est l'algorithme qui va décider de ce qui est montrable ou pas. Voilà. Est-ce que Twitter a un rôle aujourd'hui dans les différentes fractures que l'on connaît dans les pays, fractures sociales et fractures politiques? Laurent Gaillard. Dans les fractures politiques au moins, puisque Twitter est devenu par excellence l'outil des politiques. Les politiques ne déclarent plus, mais ils tweetent. Et Twitter, je dirais à mon sens, est sans doute le réseau peut-être le plus politique, le réseau social le plus politique qui soit actuellement. Plus encore que Facebook, qui est, je dirais, le réseau des sphères ou des bulles d'opinion. Alors que Twitter est vraiment se présente, même s'il y a moins d'utilisateurs sur Twitter, il y en a un peu moins de 350 millions, contrairement aux 2 milliards de Facebook. Twitter se présente vraiment comme l'agora politique mondiale. Oui, même avis en fait, Olivier Babot. Oui, il contribue en tout cas au débat politique. Alors finalement, complètement. Parce que là, ce que vous dites, il n'aggrave pas, mais il contribue au débat politique. Mais, en fait, il l'aggrave dans certains cas, mais en tout cas, il y contribue. Quelquefois, on l'aggrave. Les plateformes n'ont pas fait l'opposition politique ou l'hystérisation, mais elles l'ont favorisée, elles l'ont accélérée, elles l'ont peut-être mis à une dimension qui était pas celle qui existait autrefois. C'est ça qui est assez frappant.
développant. Autrefois, vous aviez du mal à trouver des gens qui pensaient exactement la même chose que vous. Autant aujourd'hui, ces effets d'agrégation, ils sont permis par le réseau qui fait que vous allez pouvoir tous vous retrouver. Il va y avoir ces effets de chasse en meute et ces effets un peu d'hystérisation, de portée à la limite, dont les conséquences sont évidemment le complotisme ou des choses comme ça. Des effets cognitifs en fait qu'on n'avait pas du tout anticipé quand sont apparus les sympathiques réseaux sociaux où on commençait par s'échanger des réseaux de chats. On trouvait ça plutôt sympa. Ouais. On pensait pas que ça deviendrait un. Mais vous dites que vous écrivez, ça a contribué donc justement à faire exploser les inégalités. Oui, en fait. Alors comment moi je parle en fait les inégalités. C'est une polarisation qui se passe dans tous les domaines du monde en fait. C'est-à-dire que pour l'information, pour la société, pour la politique, pour l'entreprise, pour l'économie, vous avez une polarisation qui est créée par ces outils numériques qui font globalement que ceux par exemple qui ont accès vont pouvoir accélérer leur productivité, être plus productifs et mieux se former. Ceux qui ont mal accès vont être de plus en plus loin justement de l'emploi et peut-être aujourd'hui demain de l'évolution sociale. Vous avez des entreprises titanesques qui s'opposent à des entreprises qui elles vont être vassalisées. Vous avez une espèce mais ce qui est assez étonnant, c'est que chacun de son côté finalement à travers Twitter dans son coin un petit peu perdu ou autre, Laurent Gaillard, Olivier Babot, on peut avoir un peu de pouvoir quoi finalement, ce qu'on n'avait pas auparavant, on peut s'exprimer quoi. À partir du moment où on a des followers sur Twitter. Oui. D'ailleurs, on revient à la question un peu du pseudonymat à une autre limitation, c'est-à-dire qu'on peut avoir un pseudonyme sur Twitter, on est quand même dépendant de sa réputation numérique. C'est-à-dire qu'en fait, pour avoir des followers, avoir de l'influence, avoir du pouvoir sur Twitter, il faut avoir des gens qui vous suivent. Ce qui limite un peu. Pour avoir des gens qui vous suivent, il faut être cash, il faut être provocateur. Alors, il faut être provocateur, mais sinon, c'est pas la peine. En respectant quand même un certain nombre de règles tacites qui ont cours sur le réseau. C'est-à-dire que si vous faites et dites vraiment n'importe quoi, vous courez le risque aussi d'entacher votre réputation numérique et d'avoir moins de gens. Il y en a qui disent n'importe quoi et qui se font justement une réputation, quoi. Le n'importe quoi est fixé en fait par ce que tolère le réseau et les règles tacites du réseau en fait. Mais l'inégalité, elle vaut pas aussi sur la formation parce que Twitter, tout le monde n'a pas Twitter en France. Il y a à peu près 60% des gens qui s'en servent, beaucoup plus d'hommes que de femmes. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont assez désinformés. Donc on a des surinformés d'un côté, des désinformés de l'autre. Est-ce que ça crée pas aussi une fracture? C'est vrai que Twitter a bon droit en fait la réputation d'être un réseau intellectuel en quelque sorte. C'est-à-dire que c'est un réseau où on s'échange pas d'abord des images, mais c'est d'abord du texte. Et évidemment, du coup, ça crée cet effet peut-être de sélection. C'est pas Instagram, c'est pas TikTok non plus. Et donc, c'est effectivement le réseau plutôt des décideurs, d'ailleurs des journalistes, des médias. Les gens regardent plus l'AFP. À l'AFP, ils regardent le fil Twitter parce que c'est là que ça se passe et que vous avez beaucoup de choses. Donc, c'est un réseau peut-être de gens qui sont peut-être plus insérés socialement, ou en tout cas plus avec beaucoup plus de capacité d'avoir une action sociale. C'est pour ça que c'est là que tout s'est concentré en fait, beaucoup plus que sur Facebook, quoi. On lui donne pas trop d'importance justement sur ce sujet. Le fait est qu'il fallait trouver un réseau sur lequel les gens pouvaient échanger et se regarder entre médias, politiques, économie, et c'est celui qui, par ses caractéristiques, s'y prête le mieux. Ça s'y prête beaucoup mieux que Facebook, qui est effectivement plutôt un réseau fermé. On voit aussi que les colères montent sur les groupes Facebook, pas sur Twitter. Alors après, effectivement, ça retweet, mais on voit bien que les groupes se forment sur le terrain par un autre réseau que Twitter. Je t'en prie. J'ai beaucoup parlé, moi. Twitter est un outil. Parlez bien près du micro. Twitter est un outil fédérateur d'opinion. Enfin, c'est-à-dire que c'est je trouve pas de meilleur mot que celui d'Agora pour désigner Twitter, qui est vraiment un lieu où une chambre d'écho. Une chambre d'écho, voilà, où c'est un lieu où se confrontent les opinions. Facebook fonctionne beaucoup plus selon la logique des groupes et des bulles d'opinion. D'ailleurs, je dirais que même le principe psychologique qui est lié à Facebook, c'est le biais de confirmation. En matière de complotisme, vous allez trouver sur Facebook tout un groupe qui va confirmer vos théories, aussi délirantes soient-elles. Alors que sur Twitter, c'est l'effet de meute parce que Twitter est beaucoup plus que Facebook, une caisse de résonance, un champ de débat, un champ de confrontation des opinions. Alors que Facebook, lui, Facebook, c'est un outil qui peut servir à fédérer aussi la contestation plus que l'opinion. On l'a vu avec les gilets jaunes par exemple. C'est pas Twitter qui sert là d'outil de ralliement, c'est Facebook parce que les rendez-vous se prennent sur par le biais de groupes Facebook. Facebook autorise la création de groupes d'opinion. Twitter, ça fonctionne en effet différemment comme vous l'avez bien rappelé.
ça fonctionne comme vraiment une chambre d'écho pour les opinions presque mondiales en fait. Donc c'est pas du tout la même logique de fonctionnement. Oui, liberté d'expression totale, mais en assumant la totale responsabilité aussi de sa diffusion. Ce que disent par exemple des auditeurs qui commentent, suppression de tous les comptes anonymes, donc ça rejoint un peu ce que vous disiez. Un compte doit correspondre à une personne morale ou physique, il faut des nouvelles règles. On va en parler dans un instant de nouveau avec vous, Olivier Babot et Laurent Gaillard, et puis vous, 0826 300 300, jusqu'où peut-on aller au nom de la liberté d'expression sur Twitter? Et puis finalement, est-ce que Twitter a encore de l'avenir? Est-ce que ce sont de nouveaux réseaux sociaux qui vont passer devant? Est-ce qu'il a mis quelques milliards sur la table pour pas grand-chose, Elon Musk? Et si ça partait en fumée dans l'espace? 40 milliards Ouais, 40 milliards. 44. Ouais. Allez, 44. Ouais. On voit ça dans un instant. Le Grand Matin Sud Radio, c'est 10h, il est 9h46. La vérité en face. Et la vérité en face sur cette liberté d'expression, en l'occurrence sur Twitter, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui. Est-ce qu'on peut vraiment tout dire sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce qu'il faut laisser une liberté totale? C'est ce que vous dites pour l'instant sur nos réseaux sociaux. En tout cas pour ceux qui votent sur Sud Radio, à 81%. Oui. Laurent Gaillard, est-ce que les inquiétudes formulées autour justement du rachat par Elon Musk et puis d'une liberté plus grande, est-ce que ces inquiétudes sont justifiées ou pas? Approchez-vous du micro. C'est difficile pour moi de dire si elles sont justifiées à l'heure actuelle. Oui. Mais en effet, ce que prévoit Elon Musk, c'est en quelque sorte d'assouplir, on va dire, un peu le processus de modération sur Twitter et de remettre même un peu la modération entre les mains des utilisateurs. Pour l'instant, si on regarde la charte, le contrat de licence utilisateur de Twitter, Twitter prévoit de sanctionner, c'est-à-dire sanctionner soit avec une suspension de compte, soit avec une suppression de compte, tout ce qui est production de violences graphiques, contenu pornographique, harcèlement, et discours de haine. Ouais. Donc Musk a visiblement le projet de remettre la modération beaucoup plus dans les mains des utilisateurs, de faire en sorte aussi que les algorithmes soient publics, c'est-à-dire public, ça veut dire que, bon, d'une part, ça peut vouloir dire plusieurs choses, je sais pas. Une transparence en tout cas. Transparence. Alors transparence, ça veut dire que soit on peut consulter carrément et modifier le code source des algorithmes. Je suis pas sûr que ça aille jusque-là. Soit la transparence, ça veut dire qu'on offre la possibilité aux utilisateurs de désactiver la modération par algorithme. Alors ça, c'est un peu hasardeux en fait, non? On voit bien en tout cas qu'il ne s'agit pas d'opposer une liberté complète à une censure. C'est en fait le curseur d'une forme de censure. Parce qu'il y en a forcément, il y a des choses qui sont légales, il y a des choses qui sont illégales. Vous parliez de faire une pornographie, évidemment. Bon de toute façon, vous êtes obligé de faire quelque chose. Donc s'il a bien dit, la fake news est illégale. Alors et ben justement, je pense que c'est justement là que Musk entre en scène, parce que en fait, il se dit les réseaux sociaux aujourd'hui sont allés plus loin que les obligations légales. C'est-à-dire que ils ont fait du zèle de censure en quelque sorte. Et il dit non, nous on doit se poser uniquement vraiment à la stricte limite. Et je pense qu'effectivement, la question de dire ce qui est vrai ou pas, pour le coup, fait partie d'une forme de prise de position. Et surtout, moi je pense vraiment que quand vous rentrez là-dedans, dans le truc de je vais valider un chiffre, on le voit bien quand on essaye pour les débats politiques de faire du fact-checking. Ouais. Le fact-checking est toujours fact-checké, et donc finalement personne n'y comprend plus rien, parce que en réalité, il y a toujours des façons de présenter un chiffre, de modérer la proposition, d'interpréter, qui font que même si tu es de bonne foi, les deux peuvent être de bonne foi en disant on essaie vraiment de comprendre, de savoir, c'est vrai, c'est chômage, retraite, machin truc. En fait, il y a quand même des points de vue qui sont différents. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de réalité. Ça veut dire que la réalité est complexe et qu'il y a plusieurs dimensions de cette réalité. Donc c'est très compliqué d'arriver et de dire on va fact-checker et on va interdire les fake news, parce que tout devient fake news. Et d'ailleurs, la dérive, c'est une opinion différente de la mienne devient une fake news. Voilà, c'est ça. C'est le règne de ce que Stéphane Colbert a appelé la post-vérité. C'est-à-dire quand l'ère dans laquelle nous entrons, où les opinions valent plus que les faits. C'est-à-dire que mon opinion a plus de valeur que les faits. Et si les faits vont dans le sens contraire de mon opinion, mais on ne sait plus discerner les opinions des faits, quoi, aussi bien à travers les réseaux sociaux, en fait. Aujourd'hui, il y a une opinion totale, qui devient exactement. Dans le cas des chiffres, c'est difficile. Les chiffres peuvent toujours être pas forcément manipulés, mais en effet, comme vous le disiez, interprétés en fonction de celui qui les produit et de celui qui les reçoit. Après, les faits peuvent être aussi établis par des documents établissent des faits aussi. Oui, mais alors s'il n'y a pas de véritable réglementation, ce sera difficile justement, parce que alors vous parlez des utilisateurs un peu à la mode Wikipédia, mais c'est quand même la loi Avia est un doux rêve. Ouais, non mais c'était complexe en fait. Voilà, la loi Avia est un doux rêve parce qu'en plus elle impose des conditions qui dans le temps Internet sont une éternité, c'est-à-dire que 24 heures pour retirer un contenu
pour Internet, c'est une éternité. C'est-à-dire que la viralité du contenu est déjà assurée. Dans la seconde, même le millième de En seconde. deux mots, comment vous voyez en fait justement l'évolution et l'avenir des réseaux sociaux, en particulier Twitter, mais même peut-être d'autres réseaux GAFAM, sociaux en qui vont général. prendre le dessus. Olivier Babot et ensuite Laurent Gaillard. Quoi. En fait, ces grands réseaux sont des géants au pied d'argile. Parce qu'en fait, ils se sont développés extrêmement vite, mais je pense qu'ils peuvent entrer en déclin extrêmement vite aussi. Regardez, qui se développe extraordinairement vite aujourd'hui, c'est TikTok. Pour l'instant, c'est un réseau pour midinette de 13 ans qui danse pendant 20 secondes, mais c'est en train de changer, d'évoluer. Ça correspond aussi à une autre forme d'expression. Et c'est vrai que Twitter, comme je dis, ça reste un truc en fait intellectuel, plutôt d'élite en quelque sorte. Ouais. Hein. Il y a plus de pornographie sur TikTok que sur. Ah ben oui, enfin, c'est ailleurs que ça se passe, c'est sur les jeux vidéo, c'est là que la majorité, l'écrasante majorité des gens et des échanges se font, et là c'est très difficile à maîtriser puisque c'est plus à base de groupes homogènes qui vont un peu comme sur Facebook créer des communautés, donc c'est pas du tout la même chose. Laurent Gaillard, vous aussi, ça va aller vers ce que vous définissez, c'est-à-dire les NFT, hein, c'est-à-dire ces achats virtuels en fait d'objets, d'art contemporain ou autre, quoi, des choses. On achète une chambre, parce que disait Cécile en antenne tout à l'heure, c'est-à-dire il y en a qui achètent des maisons avec et qui louent des chambres, mais tout ça c'est virtuel, quoi. Donc alors là, on rentre dans un autre débat encore compliqué. Je voudrais répondre juste rapidement à la première question sur l'évolution des réseaux sociaux actuels. Je remarque une chose, c'est que les modèles économiques de ces réseaux sont très différents les uns des autres. Si je prends ou des géants comme les GAFAM ont des modèles économiques très différents. Je remarque par exemple que Google ou Facebook a priori un modèle entièrement basé sur la publicité. Mais depuis quelques années, avec Google, Facebook est en train d'acquérir de plus en plus de parts dans le marché des câbles sous-marins, jusqu'à détrôner des acteurs traditionnels comme Orange, par exemple. Et là, selon moi, il y a une évolution du modèle économique de ces entreprises géantes qui est essentielle. Et quelque part, on croise Elon Musk, qui lui, en fait, a une société au départ de production d'automobiles, une société spatiale, et qui aujourd'hui devient un nouveau ponte des réseaux sociaux. Donc ces géants se diversifient et diversifient leurs activités, peut-être pour survivre à l'avenir, sachant que le modèle Facebook en tant que seul réseau social a eu tellement mauvaise presse ces dernières années qu'il a éprouvé, Zuckerberg a éprouvé le besoin de s'unfriender, comme on dit dans le jargon Facebook, c'est-à-dire en changeant le nom de son entreprise qui est devenue Meta. Ouais, c'est vrai. Pour se préparer, alors peut-être c'est votre question. Parle toujours de Facebook. Oui, il nous reste 15 secondes. Allez. Alors 15 secondes sur les métavers, ça serait le nouvel avenir des réseaux sociaux en 3D, mais pour ça, il faut un casque en réalité de réalité virtuelle. Je vois mal les gens se balader dans la rue avec des casques de réalité virtuelle. Ils se baladent déjà avec des casques, ils écoutent de la musique. Regardez Ready Player One, vous savez, de Spielberg, ce super film. Les gens vivent tous dans un monde virtuel. Merci en tout cas à tous les deux. Laurent Gaillard, votre livre Comprendre des NFT et les métaverses, publié aux éditions Slatkin, c'est ça. Slatkin et compagnie. Et puis le nouveau désordre numérique chez C'est un autre bouquin joli dans le taxi. Olivier Babot. Voilà, merci. Dans un instant.